La construction de l'église Saint-Jacques, commencée vers 1125, a duré quelques 400 ans. Son architecture mêle donc les styles des époques romanes, gothique flamboyant, et même de nombreux éléments de style Renaissance. Afin d'honorer leur saint patron, les armateurs et les confréries maritimes feront construire des chapelles latérales, toutes différentes, décorées de statues et de tableaux. Et même de graffitis, laissés sur les murs intérieurs et extérieurs de l'édifice, en témoignage par les marins, corsaires et navigateurs partis découvrir le Nouveau Monde. Cependant, il est aujourd'hui difficile d'imaginer l'ensemble du décor sculpté qui ornait l'édifice, la presque totalité de la statuaire ayant disparu durant le pillage de l'église par les Huguenots en 1562. En plus des ravages du temps, 8 grandes toiles ont été volées après effraction en 2017. 3 ont été restituées anonymement, mais très abîmées. La première chapelle latérale à la façade de pierre sculptée abrite un groupe représentant la mise au tombeau. Il s'agit de la reproduction en plâtre au XIXe siècle d'un groupe antérieur détruit à la Révolution. On trouve un modèle similaire en pierre du XVIe siècle dans la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent II. Le mur du trésor fait rêver à de grandes richesses cachées derrière cette muraille sculptée de délicats motifs Renaissance. Mais en fait, il s'agissait de la clôture de la salle des trésoriers et administrateurs de la paroisse qui s'y réunissaient en assemblée. À son sommet se trouve la fenêtre du prédicateur qui surveillait le déroulement de la messe et descendait au moment opportun pour faire son sermon. Les colonnes sont couvertes de guirlandes de fleurs, d'arabesques, les chapiteaux décorés de personnages sans doute bibliques, dont Moïse et les tables de la loi. La frise des sauvages a été réalisée vers 1530, probablement à la demande de Jehan Angot, célèbre et riche armateur et commerçant diepois. Dans la moitié gauche, les scènes illustrent les expéditions diepoises vers le Nouveau Monde, vers l'Afrique, l'Asie, Sumatra. Les Tupinamba du Brésil sont aisément identifiables à leur coiffe de plumes. Les Africains portent des saguets, les personnages de l'océan Indien sont coiffés de turbans à mentonnières. Des guerriers arborent des boucliers en écailles de tortue, des prisonniers enchaînés sont conduits en esclavage. La seconde partie de la frise rappelle les festivités appelées Mitouri, qui commémoraient chaque 15 août la victoire de Louis XI en 1443 sur les Anglais assiégeant Dieppe. Festivités à demi religieuses, mais aussi avec danse et fanfares, musiciens, trompettes et tambours. Des cueilleurs et mangeurs de fruits dévalisent un arbre tout à droite. L'ancienne salle du trésor a gardé son escalier et sa porte délicatement sculptée. C'est maintenant la sacristie. Jehan Angot est né à Dieppe vers 1480. Fils d'un riche armateur et armateur lui-même, il pratiqua la course contre les Espagnols et la piraterie contre les Portugais. En 1522, son capitaine, Jehan Fleury, s'empare de l'incroyable trésor de Guatimozin, le dernier empereur aztèque que Cortés ramenait du Mexique pour l'empereur Charles Quint. La fortune d'Angot est faite. Mais de plus, le butin comprenait des cartes détaillées établies par les pilotes espagnols sur leur voyage, ce qui lui permit d'envoyer de nouvelles expéditions dans la mer des Antilles. Il lança plusieurs expéditions avec les frères Verrazzano. En 1524, Giovanni et Girolamo Verrazzano découvrent la baie de l'Hudson et l'emplacement de la future New York. Lors de l'expédition de 1528, Giovanni Verrazzano découvre les Antilles, mais il périt, probablement dévoré par des Indiens caraïbes cannibales.
Son frère réalisa plusieurs cartes, dont une de 1529 encore conservée au Vatican. Juan Ango dépensa des sommes considérables pour ses expéditions, et la défection de François Ier, son commanditaire, le ruina quand ses factures ne furent pas honorées. Il mourut à demi ruiné à Dieppe en 1534,